Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Pauline Vétier, spécialiste en relations presse. Salut Pauline, comment tu vas? Eh ben, ravie d'être de retour. Merci Sandy pour l'invitation. Bah, écoute, merci à toi d'être venue, d'avoir répondu à mon appel puisque je t'ai appelée, hein. Je t'ai dit: «Pauline, j'ai absolument besoin d'avoir un épisode sur le média training» parce que finalement, tu sais quoi? J'ai écouté plein de podcasts. Je n'ai trouvé aucun podcast marketing qui parlait de ce sujet qui est pourtant, franchement, hyper important aujourd'hui. C'est comment je prends la parole dans les médias quand je suis une entreprise, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai en face de moi, eh ben, un média, c'est-à-dire ça peut être un journaliste, ça peut être un podcasteur comme là en ce moment. Comment je me prépare? Parce que, bah, moi je trouve qu'il y a plein de gens, c'est un exercice qu'ils réussissent pas, si bien que ça. Tu vas peut-être avoir, nous partager ton avis. Est-ce que, aujourd'hui Pauline, tu quelle est ta définition du média training? Parce que moi je dis ce mot, mais il y a plein de gens, ils savent pas ce que c'est. Ben oui, un média training, c'est un terme un petit peu technique pour parler d'une formation destinée à aider tout porte-parole d'une entreprise à prendre la parole dans les médias de manière efficace et avec aisance. Finalement, dans un média training, on va tant travailler le fond, donc le travail sur le choix des messages que le porte-parole veut partager, et aussi la forme, donc la posture physique, le ton de la voix, le sourire, l'énergie qu'on va dégager pendant notre interview. Il faut savoir que 93% de notre communication passe par le non-verbal, donc l'impression générale que l'on donne, le capital sympathie, l'énergie, la posture, etc. Donc le côté, j'y vais les mains dans les poches, freestyle, je fais l'interview au talent, on oublie, c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est assez rigolo que tu dises ça. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, pour la première interview, y vont au talent. Moi, lors de ma première interview, ça a été comme ça. Et en fait, on comprend très vite la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'on cherche nos mots, on fait perdre du temps à la personne qui nous interviewe. Et en général, on fait une fois la bêtise, pas deux. On apprend vite de nos erreurs. Je vais te raconter, je vais te partager une expérience personnelle. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu. À l'époque, quand j'étais salariée, et j'occupais un poste de responsable marketing, on avait fait une interview avec la presse, un grand média avec, mon DG qui était pas du tout préparé, mais pas du tout et il s'était mis en interview à critiquer ouvertement les concurrents. C'était un moment de solitude épouvantable pour moi parce que en France, on sait très bien que ça ne c'est pas quelque chose qui est forcément apprécié, ça ne se fait pas ça c'est pas en termes d'image, c'est pas génial et donc lui, en fait, il s'était laissé complètement aller à la confidence avec des journalistes et j'imagine que ça, Pauline, en général, il vaut mieux éviter. Oui, alors tout le côté spontané en interview, honnêtement, on oublie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs dans cet épisode. Ce que l'on va dire est préparé. On choisit soigneusement les messages, notamment il y a 3 messages forts que l'on va diffuser lors d'une interview. C'est vraiment tout l'objet de notre échange aujourd'hui. Tu as dit un mot intéressant tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est le mot porte-parole. Est-ce que juste tu peux nous résumer c'est quoi un porte-parole? C'est souvent un mot qui est un peu associé au monde politique. Là, je pense pas que ce soit dans ce contexte que tu l'aies utilisé. Est-ce que tu peux juste nous expliquer c'est quoi le porte-parole en entreprise? Ou les porte-paroles d'ailleurs? Complètement. Alors, le porte-parole de l'entreprise, ça va être la femme ou l'homme qui va représenter l'entreprise auprès des médias. Donc, notamment sur une première année de relations médiatiques, il va y avoir une personne en général qui va être la personne qui va prendre la parole quand il y aura des opportunités d'interview dans les médias, que ce soit avec des médias traditionnels ou des nouveaux médias. Donc, par exemple, des podcasts, des chaînes YouTube, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un porte-parole? Parce que cette personne, ça va être la personne référente vers laquelle on va quasiment systématiquement renvoyer les journalistes. Encore une fois, surtout sur une première année et surtout sur la cible de notre podcast aujourd'hui, My Marketing Podcast, les PME, les TPE, start-up, scale-up. Ce sont des entreprises où on va avoir une personne média traînée. Cette personne est référente et une fois qu'elle a été dans plusieurs médias, qu'elle a fait plusieurs interviews, une fois qu'on commence à connaître son nom, une fois que son image de marque commence à être développée et à s'établir, eh bien pourquoi pas dans la deuxième année où on va faire des relations presse, on va chercher à former d'autres personnes, donc à média traîner finalement, d'autres porte-paroles de l'entreprise qui vont avoir d'autres fonctions. Donc en général,
en année 1 et en référence, ça va être le président de l'entreprise, le CEO, homme ou femme bien sûr, fondateur, cofondateur. Et puis, on pourra étendre progressivement à des membres du board, la direction innovation, la direction vente, la direction marketing, direction RH. Et dans certains cas, il va y avoir aussi les responsables régionaux, quand il y a une présence dans différentes régions en France, les country managers, quand il y a une présence à l'international. Euh, Ça peut être intéressant quand on va un peu plus en profondeur dans notre stratégie médiatique. Ça se fait rarement la première année, hein, mais au bout de 2-3 ans, de pouvoir avoir justement un travail qui est fait avec, par exemple, le directeur innovation ou la directrice innovation, d'aller travailler avec des médias innovation et donc que cette personne-là soit la référente pour ce type de médias. Ça ne se fait pas en année 1, mais ça se fait progressivement. Donc potentiellement, on va pouvoir passer de un porte-parole d'entreprise à plusieurs. J'aime bien, tu nous as déjà livré un plan d'action sur comment on forme en interne au média training. Merci Pauline. Retenez bien, je vais le redire, non, on n'y va pas les mains dans les poches. Une interview ou des interviews, ça se prépare aussi bien sur le fond que sur la forme, que sur, on va dire, tu nous as dit tout ce qui était attitude, hein, la posture qu'on va adopter. Donc c'est pas juste être sympa avec le journaliste du tout, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment comment je vais me mettre au service de mon entreprise ou de l'entreprise dont je porte la voix et comment je vais faire passer mon message. Pauline, est-ce que moi, il y a une statistique, tu ne l'as pas encore dit, mais tu me l'as dit tout à l'heure en off, je voudrais que tu me la partages. Donc c'est une étude qui a été faite par l'agence Oxygène. En fait, il y a 90% des porte-paroles qui pensent être bons en interview, versus 66% des journalistes qui ne sont pas satisfaits du contenu qu'ils reçoivent en interview. Donc en fait, on s'estime toujours meilleur, nous, en tant que porte-parole de l'entreprise, que l'on ne l'est vraiment quand on regarde en fait ce que les journalistes ont pensé de notre prestation, j'ai envie de dire, de porte-parole. D'où l'importance du média training. J'ai plusieurs clients. Quand je commence des accompagnements, je leur propose un média training. Bien sûr, je ne leur impose pas, hein, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui disent ce qu'ils veulent prendre dans mes prestations, dans mes services ou pas. Et plusieurs fois, j'ai eu le cas de figure de clients qui me disaient non, non, c'est bon, je suis à l'aise, pas de souci. Moi, voilà, il n'y a pas de problème, je les crois sur parole. Par contre, c'est intéressant parce que quand on a des opportunités d'interview qui viennent et que je mets en place l'interview avec le journaliste, eh bien, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir un porte-parole, donc le CEO en général, qui m'appelle suite à l'interview et qui me dit « Pauline, j'en ai trop dit ». En fait, là, on devait parler du sujet lié à l'annonce que l'on faisait, l'annonce médiatique. Et en fait, le porte-parole a révélé finalement des annonces qui devaient être faites dans 6 mois. Tu vois, dans la roadmap de l'entreprise, il y a des choses qui vont être faites voilà, dans l'année qui va suivre. Et en fait, ce porte-parole, ce CEO, avait révélé des choses bien trop en avance de phase et qui n'étaient pas du tout le sujet de l'interview du moment. Et du coup, il me demandait si je pouvais rappeler le journaliste derrière et finalement corriger sa prise de parole. Donc ça ne fonctionne pas. Soit on connaît les codes médiatiques et on a été média-traîné au moins une fois dans sa vie, mais en général, il faut plusieurs fois. On ne peut pas demander à l'attaché de presse derrière de corriger les erreurs qui ont été faites. Ça va plus desservir l'image de l'entreprise et du dirigeant qu'autre chose. Exactement. Et là, tu touches un peu à un mythe et que beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ignorent, c'est qu'une fois qu'on a répondu à une interview, à moins qu'on ait un très fort degré de connaissance et de proximité avec un journaliste et qui veuille bien nous rendre ce service, mais c'est très difficile d'aller demander de retirer des éléments. Tu confirmes, Pauline? C'est un très bon point que tu soulèves. En fait, on a le droit de corriger des éléments dans un article que s'il y a des choses qui ont été erronées, notamment, par exemple, si on a dit des chiffres qui, de notre côté, étaient justes parce qu'on maîtrise notre communication, mais que le journaliste les a peut-être mal notés pendant l'interview, mal enregistrés, mal compris. Et parfois, il arrive qu'en effet, il y a un article qui sorte avec quelques coquilles, pas forcément volontaires de la part du journaliste, évidemment. Du coup, là, on a le droit de demander un correctif. Et pour les articles en ligne, ils le font dans les 10 minutes qui suivent. En général, c'est corrigé. Il y a quasiment aucun problème. C'est assez rare qu'on ait besoin de demander la publication d'un erratum. Voilà, si le travail a été bien fait, en général, un éventuel correctif de petits chiffres ou parfois c'est une faute dans le nom-prénom, une faute d'orthographe tout simplement. Ça, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais si vous annoncez l'ouverture ou le lancement de votre entreprise sur un nouveau marché et que vous l'avez dit, ça va être difficile de leur faire retirer l'information de l'interview parce que pour eux, c'est croustillant. Ils savent en plus que ça va intéresser l'audience. Donc, mieux vaut, Pauline, maîtriser avant ce qu'on veut dire et tu es là pour nous aider. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quand on envoie un communiqué de presse à un journaliste, qu'il le reçoit et qu'il propose une interview, qu'il est intéressé par une interview, il faut quand même qu'on sache que le travail d'un journaliste, c'est pas de faire
un copier-coller de ce qu'il y a dans le communiqué de presse et de le mettre en format article, ça ne demande pas beaucoup d'expertise. Lui, son travail de journaliste, ça va être d'aller chercher des informations autour du communiqué de presse, en dehors du communiqué de presse, d'où les fameuses infos croustillantes que tu viens de mentionner. Finalement, une entreprise, ça peut parler de plein de choses, de véhiculer plein de messages. Quels sont les messages? Comment on les organise? Sur quoi je mets ma priorité? Ouais, alors ça c'est une très bonne question. On se rappelle qu'en général les prises de parole se font dans un contexte temporel, c'est-à-dire qu'en général c'est lié à alors une annonce presse si on a envoyé un communiqué de presse ou pourquoi pas une prise de parole dans un contexte de communication sensible s'il y a de la com de crise qui nous est tombée sur le nez. Euh, Ce qu'on va faire quand on va préparer une prise de parole auprès d'un média, d'un journaliste, c'est qu'on va travailler sur un outil qui s'appelle la maison des messages. Et je vais pouvoir vous présenter cet outil qui est finalement l'outil que au moins on m'a appris en média training et qui est celui le plus intéressant pour des responsables marketing, responsables communication et des porte-parole d'entreprise pour préparer les bons messages à transmettre lors d'une interview. J'adore l'image de la maison des messages. Je te laisse nous expliquer, comment on construit la maison. Ouais, alors, donc la maison des messages, j'ai, découvert donc cet outil via, un média trainer d'exception qui s'appelle Henri de Romans, qui est directeur conseil pour l'agence Oxygène. Je rends à César ce qui lui appartient. C'est un outil qui a été inventé par un grand communicant dans les années 90, un dénommé Mark Penn, qui était le conseiller à la communication du président américain Bill Clinton. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez plutôt sur format podcast, je vais vous mettre un lien vers une présentation qui est justement faite par Henri de Romans pour que vous ayez accès à ce visuel qui permet de bien visualiser ce qu'est une maison des messages. Donc, cette maison des messages, elle ressemble donc au fronton de la Maison Blanche. On va tenter donc de préparer en amont de l'interview l'idée centrale à transmettre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit retenu par le journaliste en une dizaine de mots. Ce message central, il va être construit de manière concise, de manière claire, simple, concrète, pour permettre aux journalistes de saisir l'essence même du message qu'on veut passer dès le début de l'interview. Parce qu'on veut bénéficier du pic d'attention du journaliste et aussi de son audience, dans le cas, par exemple, d'une interview TV ou radio en direct. Donc le message, il va être structuré sur 3 piliers, car un bon argumentaire s'appuie sur 3 messages clés. Ces 3 messages, ils vont rendre crédible l'idée centrale qu'on aura déterminée et qu'on voudra présenter aux journalistes. Et chacun de ces messages clés va être illustré par des faits, des éléments de preuve, des chiffres, des exemples, des anecdotes, parce qu'on sait, ce sont tous ces éléments-là qui vont retenir l'attention des journalistes et qui vont être mémorisés. On dit d'ailleurs que les gens ne se souviennent pas de ce qu'on leur dit, mais de comment on les a fait se sentir. Et les anecdotes, finalement, ça sert à ça. Ça va générer des émotions, ça va illustrer nos messages clés. Donc ce format de maison des messages, il est très lisible. On a un titre clé qu'on va vouloir être relayé par le média. On a 3 messages clés et quelques mots-clés qui vont venir finalement en un clin d'œil illustrer notre partage. Et en fait, au fur et à mesure de l'interview, le porte-parole va avoir devant ses yeux, donc sur une feuille A4, sa maison des messages qui va être donc dessinée. Il aura préparé ça en amont et il aura ces 3 piliers. Et au fur et à mesure de l'interview, il va balayer de l'œil, ça je l'ai dit, ça il me reste à le dire. Il peut éventuellement barrer sur ce qu'il a déjà mentionné. Et comme ça, il voit dans la progression de son message où est-ce qu'il en est. Ça marche pour des interviews de 5 minutes, comme ça marche pour des interviews d'1 heure et demie. Pour la petite anecdote, Bill Clinton dessinait sa maison des messages lui-même avant une interview au format paysage sur une feuille de papier. Donc on se dit que si Bill Clinton prenait le temps de faire cet exercice, en général, nos dirigeants et porte-parole d'entreprise, de TPE, PME, scale-up, etc., et en grand groupe aussi, peuvent le faire. Pauline, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager sur comment je construis ma maison avec un message, on va dire un message clé et des piliers? Alors, je te propose qu'on prenne un exemple concret. Moi, j'ai à peu près 50% de mes clients qui sont dans le secteur de l'énergie photovoltaïque, notamment avec un sujet de parc solaire. Et donc, l'exemple concret qu'on pourra prendre, ça serait si on veut présenter un parc solaire qui contribue à la région, à une région, pour fournir des besoins en électricité locale et pour pouvoir alimenter des foyers en énergie locale et renouvelable. Donc ça va être notre message sur le toit, finalement, notre message principal sur notre parc solaire qui a une contribution vertueuse à la région.
Notre premier pilier qu'on va choisir, ça pourrait être que ce parc solaire dans cette région, c'est un projet qui est vertueux et qui répond à des besoins, des besoins tarifaires, de fournir une énergie locale. À bas coût, et c'est un besoin qui est validé par les autorités compétentes. Donc notre premier pilier, ça va être ça. En fait, on va dire, on va donner le contexte de la création de notre parc solaire, on va lister les parties prenantes qui ont contribué à la réalisation de ce parc solaire, les principaux faits et chiffres sur ce parc, on va pouvoir les partager, et on va expliquer pourquoi ce projet finalement est vertueux pour la population locale. Donc ça, c'est notre premier pilier. Notre deuxième pilier, ça va être qu'en fait, ce projet de parc solaire, il va apporter une solution adaptée aux besoins d'intérêt général de la population. Donc, on va expliquer qu'on a le soutien des maires et des collectivités locales pour ce projet. On va dire qu'on collabore avec tel et tel expert indépendant pour valider la véracité, l'importance, l'intérêt de ce parc. Et puis, on va aussi avoir l'aval des associations X et Y sur la création de ce parc. Et enfin, il y aura le citoyen. Donc, on va collaborer avec la population locale, la population du village, du département, de la région, pour la création de ce parc solaire. Ça, donc, c'est notre deuxième pilier qui valide le fait que la création de ce parc, il y a un besoin d'intérêt général auquel il répond. Troisième pilier sur notre maison des messages, c'est le fait que ce parc, il va accompagner la transition énergétique, évidemment, de la région, en fournissant de l'énergie solaire et en contribuant à l'indépendance énergétique de la région. Donc, on va pouvoir, par exemple, rappeler les imports énergétiques de la région, dire qu'en fait, la région n'est pas dépendante en énergie et elle a besoin d'être indépendante pour avoir sa souveraineté et son autonomie énergétique. On va rappeler plutôt les objectifs de la région. Les représentants politiques ont des objectifs d'indépendance énergétique pour la région et on va donner nos sources. On peut aussi rappeler les analyses et les tendances fournies par RTE, et on donne nos sources. Et puis, on peut rappeler aussi au niveau national, rappeler le déficit de 5 gigawatts en énergie photovoltaïque que la France a et qu'elle doit donc combler ce déficit pour atteindre ses objectifs de production d'énergie renouvelable. Donc ça sera notre troisième pilier où on va se servir en fait d'informations liées au contexte sectoriel, là, la transition énergétique de la région et de la France. Et à la fin, donc on avait notre toit, on a eu nos trois piliers, on va faire une conclusion qui va résumer l'idée générale. Et on va rappeler ce que c'est la transition énergétique, les besoins en énergie décarbonée, on va parler de compétitivité, de relocalisation de la production d'énergie en région, de la souveraineté énergétique de la France et de la région. Voilà un petit peu un exemple concret de maison des messages qu'on aura effectué pour cette entreprise en particulier. Et je pense que chacun des responsables marketing et des dirigeants qui nous écoutent peut avoir en tête comment est-ce que lui, lorsqu'il aura fait son chapeau, ses trois piliers et sa base de maison des messages pour la conclusion, comment est-ce qu'il va pouvoir le remplir avec ses propres enjeux. J'adore. Alors merci, là, j'ai bu du petit lait, Pauline, hein, tu m'as tu nous as gâtés. Moi, j'ai adoré, j'adore cet exemple, c'est ultra, ultra concret. Alors évidemment, on a tous des business qui sont différents, mais moi, je me suis complètement projetée. Alors déjà, je me suis dit un truc, je me suis hyper projetée dans comment ça pourrait être pour moi ou pour mes clients et je me suis aussi dit: «Mais clairement, c'est un boulot de dingue». C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la préparation. Donc tu me disais en off que globalement, il fallait compter au moins 1 heure et demie, 2 heures de préparation des interviews. Donc on est très, très loin du côté, j'y vais au talent comme on disait tout à l'heure. Là, on sent qu'il y a des chiffres, on sent que c'est préparé et j'ai envie de dire: prenez ce temps parce que ça impacte tellement la crédibilité et l'autorité, déjà de la personne qui parle, certes, mais aussi de l'entreprise parce que ça positionne vraiment comme une entreprise sérieuse qui sait de quoi elle parle sur son marché et avec les parties prenantes. Donc merci pour cet exemple ultra, ultra parlant, Pauline. D'ailleurs, Sandy, je me permets de préciser quelque chose. On a peut-être là des CEO, des fondateurs, des présidents qui sont en sueur en se disant: Oh my God, comment est-ce que je vais trouver le temps de préparer ces interviews? Bon, on a dit quand même que Bill Clinton prenait le temps de les préparer, ces maisons des messages, avant chacune de ses interviews. Moi, ce que je fais en tant que consultante en relations presse, je passe un petit peu de temps en one-to-one avec les responsables marketing, que ce soit des ressources internalisées à l'entreprise ou externalisées à l'entreprise.
Et voilà, on prépare ensemble avec voilà, direction marketing ou direction communication la maison des messages de façon à ce que ensuite elles puissent, je dis elles, ce sont souvent des femmes, elles puissent présenter la maison des messages à leurs dirigeants ou leurs dirigeantes et finaliser, finalement peaufiner ça en interne avec les éléments que eux pensent être les plus pertinents. Mais voilà, on se réveille pas un matin à se dire bon, je vais faire ma maison des messages comme ça. En général, on a déjà une base. Moi, je le fais donc en début de collaboration avec mes clients. On a un premier jet de maison des messages. Et puis, cette maison des messages, selon les médias, je tiens à préciser, tu vois, si tu as de la presse économique ou de la presse professionnelle, presse spécialisée, tu vas pas forcément dire les mêmes choses. Ou même de la PQR, si tu es en région, si tu as un ancrage local que tu veux valoriser dans les interviews et que tu es interviewé par des journalistes locaux, tu vas pouvoir, avec le temps, en fait, préparer différentes maisons des messages. Et d'une interview à l'autre, tu vas pouvoir reprendre, recycler finalement tout ou partie de tes maisons des messages. Donc, ça demande un petit peu d'investissement initial en temps, en énergie, mais après, c'est quelque chose sur lequel tu vas capitaliser. Clairement. Donc moi, j'aime bien le côté de personnaliser les messages en fonction des canaux. Puisque les médias, on peut l'appeler aussi des canaux, je trouve ça très pertinent. Tu nous as donné l'exemple de la presse locale notamment, et c'est vrai que bah, tu t'adresses pas forcément de la même manière. Tu vas vouloir bah, peut-être la jouer plus locale, justement. Donc c'est un très très bon rappel. Merci beaucoup, Pauline. Alors pour ceux qui pensaient que cet épisode serait fini, bah écoutez, sachez que Pauline, je l'ai soudoyée pour vous parce que je sais qu'il y a quelque chose sur lequel elle m'a dit, Pauline m'a dit: «Il y a un truc que mes clients, ils adorent, c'est les techniques d'interview» et je dis: «Bah, là, on va l'intégrer aussi dans l'épisode». Donc c'est un épisode ultra, ultra dense que vous aurez peut-être besoin d'écouter plusieurs fois, mais on va aussi aborder les techniques d'interview. Il y en a 5 et Pauline va nous les partager. Oui, donc là, c'est là où on voit qu'on va pas en freestyle se présenter à un journaliste. On y va en ayant des outils à disposition que l'on peut utiliser tout au long de l'échange, de cet entretien avec le journaliste, qui est finalement ni plus ni moins qu'un entretien entre deux professionnels qui veulent partager des informations sur une industrie, sur une technologie, par exemple. Donc, la première technique d'interview que je vous présente, c'est la gestion de la première question. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Dès l'interview, en fait, parce que les premières réponses que l'on va donner, les premiers messages qu'on va partager vont être finalement plus importants que la question qui a été posée. Donc voilà, gestion de la première question, on rentre dedans. La deuxième technique d'interview, c'est ce qu'on appelle la reformulation. On ne reprend pas à notre compte une question qui a été posée avec un angle peut-être négatif ou une question qu'on pourrait interpréter comme une attaque, hein, pourquoi pas. On va en fait corriger cette question et on va reformuler avant de répondre. Ça donnerait par exemple « ce n'est pas exact » ou « je ne l'aurais pas formulé ainsi ». La troisième technique d'interview que je vous propose, c'est le fait de garder la main sur l'échange. Donc, on va rester sur notre terrain de jeu et on va piloter l'interview. Il faut se dire que l'interview, c'est pas juste un match de ping-pong, il y a une question, on répond. Non, on est en charge, on est dans l'échange, on est vraiment concentré. Donc, quand un journaliste nous pose une question et qu'on veut garder la main sur le sujet, on va lui dire « De quoi s'agit-il ? Je vais vous le dire. » Ou bien « Comment a-t-on fait ? Je vais vous répondre. » Pourquoi a-t-on fait cela ? Eh bien, c'est précisément ce que je vais vous expliquer. Moi, j'adore cette technique parce que ça fait hyper politique. C'est vraiment là, j'ai l'impression d'entendre des politiques, vraiment des techniques qu'on voit à la télé. Et en fait, c'est pas naturel. Personne ne fait ça en vrai, mais il y a une raison. Enfin, tu es en train de nous expliquer qu'il y a une raison, c'est pour reprendre le lead sur l'interview. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que tu nous disais au début, il y a une question de posture. Bah, la posture, ça passe aussi par je vais reformuler moi-même la question ou je vais rephraser et dire je vais vous y répondre pour reprendre le lead. Moi, je trouve ça hyper malin, j'adore. Plus on avance dans les techniques d'interview, plus vous allez voir que, en fait, mes clients en général, quand j'en suis à la moitié de l'exercice, ils me disent oh là là, j'ai Sarkozy en tête, c'est terrible. Je leur dis bah ouais, en fait, il était ultra médiatrainé. Et on voit aussi chez Macron, par exemple, une évolution sur ses débuts de carrière versus les interviews qu'il fait aujourd'hui, par exemple. Ce sont des profils qui ont été hyper médiatrainés, presque trop, parce qu'en fait, on sent qu'il n'y a plus du tout de naturel dans les prises de parole. Mais voilà, à ce niveau-là de communication, c'est un petit peu ce qui est attendu. Donc oui, le fait de garder la main, ça va être important. Piloter l'interview. Donc ça, c'était notre troisième technique d'interview. On rappelle la première, gestion de la première question. La deuxième, c'est la reformulation. La troisième, c'est le fait de garder la main.
Maintenant, la quatrième technique d'interview, c'est le planter de drapeau. Un peu, finalement, comme quand on fait de la randonnée ou de l'alpinisme. En haut de la montagne, on plante le drapeau. Donc, l'interviewé plante le drapeau pour signifier que le message qui va suivre est clé. Il va appuyer, en fait, un élément. En mode, on fait une petite pause, on s'arrête à un élément et je vais appuyer sur ce message. Donc, voilà, par exemple, ce qu'on pourrait dire dans le cadre d'un planter de drapeau. Ce qu'il faut comprendre, c'est je pense qu'il est important de retenir que il y a un point sur lequel j'aimerais insister. Et là, on va mettre un élément en valeur. Voilà, c'est ça le planter de drapeau. On fait une petite pause et on prend le temps d'appuyer sur un élément. Est-ce que dans ce planter de drapeau, en général, c'est pas souvent associé à alors pour ceux qui nous regardent, à «je m'avance un petit peu», tu sais? J'ai toujours l'impression que quand ils font ce qu'il faut garder en tête et tu as toujours l'impression que la personne, elle avance un petit peu, physiquement pour appuyer. Est-ce que c'est une technique corporelle à retenir ou pas nécessairement? Alors là, j'ai en tête une interview, parce que quand je fais ce média training à mes clients, je leur montre des extraits de vidéos d'hommes et femmes politiques ou de dirigeants d'entreprise qui utilisent en fait ces techniques. Donc j'en ai plusieurs extraits pour chacune de ces techniques de prise de parole. Et en fait, j'ai en tête là c'est Evelyne Bachelot qui fait cela. Et en effet, sur la table, elle s'avance et elle a sa main qui appuie, tu vois, physiquement sa prise de parole. Donc c'est tout à fait vrai. On peut soutenir cette technique, on va dire, par une attitude physique. OK, hyper intéressant. Je te laisse nous partager la cinquième technique d'interview. Oui, qui est celui finalement, qui est le plus criant en termes d'usage que font les politiques du média training et de ces techniques d'interview. C'est une technique qu'on appelle, la technique de la transition. Donc c'est la technique du pont ou du block and bridge. Block and bridge, ça veut dire quoi? On va bloquer la question et on va faire un pont. Donc on va réorienter, les éléments, vers lesquels on veut rediriger notre journaliste. Donc on répond de manière adéquate, puis on passe au point qui nous semble le plus important dans notre message. Par exemple, et là, attention, tu vas avoir encore du politique dans ta tête. Je comprends cette inquiétude. Et c'est pourquoi, trois petits points. Examinons la question dans un contexte plus large. Je vous remercie pour cette question. Permettez-moi de mettre cela en perspective. Je suis ravie que vous me posiez cette question parce que, donc tu vois, à chaque fois, block and bridge, on accepte, on accueille la question du journaliste et on le réoriente vers là où on veut l'emmener finalement. Voilà pour ces 5 techniques d'interview. C'est quand même très marqué ce blocage. Moi, je trouve la technique hyper intéressante. Après, elle est assez démasque, hein. Je pense que c'est une des plus faciles à repérer parce on l'entend beaucoup, mais au final, elle est super efficace. Et tu m'arrêtes, Pauline, mais j'ai quand même l'impression que finalement, surtout cette dernière technique, on peut l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours, hein. Je pense que vous pouvez. Alors là, on a partagé dans les médias, mais à mon avis, ces techniques, vous pouvez aussi les utiliser parfois lorsque vous êtes dans des conversations et que vous ne savez pas trop comment vous en dépêtrer ou vous voulez reporter l'attention sur un point important et vous avez l'impression que la personne en face de vous avec qui vous parlez, elle dérive sur un terrain glissant pour vous. À mon avis, si vous sortez les rames et cette phrase, vous pouvez mieux vous en sortir. Mais là, on parlait surtout des médias quand même. Mais je suis contente que tu le dises, Sandy, parce qu'en fait, c'est clairement quelque chose que j'explique à mes directions marketing, communication quand on travaille sur cet exercice et mes dirigeants aussi quand je les ai en direct sur la préparation de la maison des messages. C'est carrément des outils qu'on peut utiliser pour des entretiens annuels, pour des entretiens d'embauche, pour des rencontres avec des syndicats. Parce qu'en fait, tous ces outils-là, ce sont des outils de maîtrise de la communication et d'orientation de la communication. Et tous les exemples que je viens de citer, là, entretien annuel, entretien d'embauche, discussion avec des syndicats ou même des représentants du personnel, eh bien, on peut mettre en application la maison des messages et aussi les outils d'interview dans ces contextes-là. Pauline, une dernière question. Si on ne sait pas répondre à la question, si genre, c'est pas forcément une question piège, mais on sait juste pas quoi répondre, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis contente que tu poses la question parce qu'il faut se dire qu'il y a rarement des questions pièges. Le journaliste ne cherche pas forcément à nous piéger, c'est plutôt notre ressenti, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément imaginé, on ne s'était pas forcément préparé à ce qu'il nous pose la question sous cette forme-là ou avec un angle en fait qu'on n'avait pas imaginé. Je vais donner un exemple très concret. J'ai eu il y a quelques jours une exclue Les Échos pour un de mes clients qui faisait une annonce presse. Donc on a eu l'interview avec le journaliste des Échos. C'était un client qui en fait a une entreprise. Un groupe industriel et il lance une nouvelle filiale. Et donc,
le journaliste posait la question combien il y avait d'employés dans le groupe et puis dans la nouvelle filiale. Et en fait, mon client était un petit peu pris de court, un petit peu gêné. Je sentais qu'il n'était pas très à l'aise de répondre parce qu'il y a bien, voilà, il y a des équipes hybrides, donc des salariés et des indépendants qui travaillent dans le groupe. Et en fait, la filiale, pour l'instant, elle est portée uniquement par des indépendants. Ce sont des indépendants, des ressources indépendantes, donc des agences ou des freelances qui travaillent pour le déploiement de la filiale. Et je l'ai senti qu'il n'était pas très à l'aise. Donc la question n'était pas un piège à la base, c'est plus que lui n'était pas à l'aise de répondre que c'était des indépendants qui portaient le déploiement de la filiale. Donc si on ne sait pas, finalement, si on a une question qui nous est posée et on ne sait pas répondre, on peut répondre par exemple, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que on peut dire aussi, je n'ai pas cette information sous la main et si ça vous va, je vous transmettrai les éléments chiffrés par email à l'issue de cet échange. Ça, c'est la meilleure chose à faire pour pas donner des éléments erronés à notre journaliste, mais dès la fin de l'interview, soit soi-même, soit via son attaché de presse ou son responsable marketing communication, transmettre les bons éléments, les bons chiffres à notre journaliste. Donc on n'est pas obligé de répondre à chaud. On n'est pas parce que moi, ce que je retiens, c'est que face à une question dont vous êtes pas sûr de la réponse, soit vous êtes pas sûr, soit vous avez pas forcément envie de répondre parce que ça vous gêne, vous n'êtes pas tenu de le faire à chaud. Vous pouvez aussi différer la réponse en vous engageant à fournir une réponse, sous, quelques jours, quelques heures, mais que vous aurez le temps de la préparer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Écoute, un grand merci Pauline pour tous tes conseils. Je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à écouter cet épisode plusieurs fois. N'hésitez pas aussi à le partager parce que je suis certaine, vraiment convaincue qu'il peut vraiment aider des entreprises à mieux s'exprimer, mieux se préparer et mieux prendre conscience de l'intérêt de ne pas y aller les mains dans les poches quand on répond aux médias. Et je vous invite aussi à écouter le premier épisode qu'on avait fait ensemble avec Pauline sur les relations presse et notamment, vous avez toute sa méthodologie pour rédiger un communiqué de presse. C'est un épisode qui avait cartonné, je m'en souviens, et c'est toujours un épisode qui est vraiment très écouté. Je vous mets le lien en description, que vous soyez sur les plateformes d'écoute audio ou sur YouTube, vous aurez le lien. Et n'hésitez pas à aller l'écouter parce que franchement, il est aussi génial. Pauline, c'est la deuxième fois que tu venais. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, tu seras toujours la bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est très sympa. Merci pour ton temps et ta disponibilité, Sandy. Ça m'a fait très plaisir d'échanger sur le sujet des médias training. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser sur LinkedIn, donc Pauline Vétier. Et j'ai aussi un site que vous pouvez consulter, paulinevétier.com. On mettra ça aussi en description. Merci beaucoup, Pauline, et à bientôt.